Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Notre invité, c'est Vincent Czesinski, qui est associé chez EY Parthenon, responsable industrie, mobilité et énergie, et qui publie le livre Climat, 20 questions pour comprendre et agir. Notre débat, il portera sur l'engagement des partenaires sociaux, le dialogue social. Peut-il être un accélérateur de transition écologique? Comment renforcer la coopération des acteurs patronaux et syndicaux pour relever ce défi collectif? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai No Plane to Go, site internet qui organise des voyages éco-responsables en pleine nature. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Vincent Czesinski. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes associé chez EY Parthenon, responsable industrie, mobilité, énergie. Et vous publiez Climat, 20 questions pour comprendre et agir. Question toute simple pour démarrer. Pourquoi, qu'est-ce qui vous manquait ailleurs pour vous donner l'idée ou l'envie d'écrire ce livre ? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Il y a deux questions, en fait, dans votre question. D'abord, pourquoi le thème du climat ? Et ensuite, pourquoi un livre sur le climat ? Pourquoi le thème du climat ? C'est venu assez naturellement parce que dans mon métier au quotidien, on conseille les dirigeants d'entreprise sur leur stratégie de croissance, de développement, et que forcément, la question du défi climatique est nécessairement à prendre en compte désormais dans toute stratégie d'entreprise. Et puis, à titre personnel, le débat est devenu complètement omniprésent, le sujet du réchauffement climatique, et il me semblait assez indispensable d'essayer de comprendre cette problématique qui est devenue absolument essentielle et passionnante. Donc ça, c'est pourquoi le climat. Maintenant, pourquoi un livre sur le climat ? De manière générale, je suis un peu frustré, voire même un petit peu agacé par la manière dont le débat peut être porté sur la place publique, parce qu'on le traite de manière un petit peu anxiogène, de manière un petit peu excessive, de manière un petit peu caricaturale. Je trouve qu'on prend des décisions sans prendre en compte l'impact de toutes les décisions qu'on va prendre, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre. Ouais. Ça vous trouviez pas ça? Parce qu'il y en a eu beaucoup des livres sur le climat. Il y en a beaucoup, il y en a plein d'excellents. Je crois que j'ai dû en lire 40 ou 50 avant d'écrire le livre, donc j'en ai lu beaucoup qui sont très bien. Mais en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir une vision complète et exhaustive, qui va du diagnostic aux solutions, qui ne s'intéresse pas uniquement aux problèmes français. Parfois, on a tendance à considérer que la France est l'alpha et l'oméga et que les réponses qui sont adaptées à la France vont être aussi les réponses qui sont valables pour le reste du monde. C'est loin d'être le cas. Donc, il faut avoir une vision globale. Il y a même des pays qui nous disent « vous êtes bien gentils, mais nous, on veut avancer, on veut croître. Vous avez, entre guillemets, épuisé la planète pendant des décennies et je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait rien. » Exactement. Donc, tout l'enjeu, pour moi, c'est de trouver des réponses qui permettent de concilier croissance et développement durable, qui permettent aussi d'embarquer le reste des populations. On ne peut pas faire ce genre de transformation contre les populations. Et donc, il faut trouver une voie médiane, en fait. Des solutions efficaces et acceptables. Efficaces et acceptables. C'est important. On le voit en ce moment, il peut y avoir des problèmes de crise démocratique. Je pense que tout l'enjeu, justement, c'est de mettre en place des solutions qui permettent d'embarquer le reste de la population et d'être acceptés aussi par les populations. Alors, on s'est concentré sur 3 thèmes. Il y en a plein d'autres dans le livre, 20 questions, mais on en a choisi 3. Il y en a une qui est assez politique, d'une certaine façon, autour de la décroissance. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Oui, c'est quoi? Pour vous, c'est une idéologie? C'est quoi la décroissance pour vous? Alors oui, d'une certaine manière, c'est une idéologie. On peut se poser la question de est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable? Alors, c'est évidemment possible, mais je pense que c'est pas souhaitable à plein d'égards, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental. Pour revenir sur la décroissance, alors je ne vais pas faire l'histoire de la décroissance, mais c'est un courant qui est apparu il y a quelques décennies, qui est très fort et qui a un fort écho en France, notamment. D'ailleurs, le terme décroissance a été créé par un Français et qui se base sur... On ne l'entend pas dans d'autres pays, Si, on l'entend dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'il y a un écho et une caisse de résonance qui est particulièrement importante en France. Et en fait, c'est une philosophie, d'une certaine manière, qui est fondée sur un certain nombre de principes qui sont d'ailleurs assez justes, certains. Effectivement, on ne tire pas le bonheur de la croissance économique, ça c'est vrai. Et c'est vrai aussi que le modèle sur lequel notre société est basée, c'est un modèle de croissance qui a été permis par l'accès à des énergies bon marché qui ont permis de croître, de gagner en qualité de vie. Et donc tout l'objectif de la décroissance, c'est de se dire, à partir du moment où le problème de base, c'est un problème de croissance qui conduit à un excès de consommation énergétique, si on décroît, on diminue la consommation d'énergie, on résout le problème. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça.
Mais ça pose la question de l'impact du capitalisme sur la planète. C'est vrai que le marché n'est peut-être pas l'ennemi de la transformation environnementale, mais bon, il a accéléré le réchauffement en épuisant un certain nombre de ressources de la planète. Donc, il faut quand même modérer ce capitalisme ou réinventer ce capitalisme. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Il faut complètement le réinventer. Ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on est à l'aube d'une révolution qui s'apparente à la révolution industrielle qu'on a pu connaître dans les siècles passés, si ce n'est qu'on va devoir piloter la transformation sur une échelle de temps beaucoup plus courte. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la pensée décroissantiste. Je pense qu'à la base, il y a d'abord une erreur d'ordre de grandeur et de justice, d'ailleurs. D'ordre de grandeur, parce que si on prend un pas de recul, évidemment, aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près encore 1 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles. L'idée, c'est pas de décroître ou de priver ces personnes-là de l'accès à des conditions de vie qui seront meilleures. Et donc, on espère qu'il y aura de la croissance dans ces pays-là. Donc, si on parle de décroissance, forcément, ça va être dans les pays développés. Donc, pays développés, essentiellement l'Europe et les États-Unis. Pour avoir là encore les ordres de grandeur, Europe et États-Unis, c'est 20% des émissions mondiales. En admettant qu'on applique des politiques décroissantistes assez agressives, donc on arrête de prendre l'avion, on devient vegan, on arrête de changer ses smartphones tous les 3 ans, on chauffe les logements à 17 degrés, enfin, on est très volontariste, on va économiser 40, peut-être 50% des émissions de CO2. Alors vous pouvez me dire, c'est beaucoup au prix quand même d'un certain nombre de sacrifices, et puis finalement on va résoudre que 50%, 20% du problème, ce qui fait qu'on ne résout pas 90% du problème. Et c'est là où est l'enjeu. C'est qu'il faut trouver des solutions qui permettent de changer les 90% restants. Mais alors, vous parliez de l'avion, ce qui m'amène à la transition avec une autre question du livre, le carbone, le prix du carbone. Pourquoi le carbone doit avoir un prix élevé ? Moi, j'en déduis, les billets d'avion devraient être beaucoup plus chers. Oui. Et d'ailleurs, si vous avez pu le constater, sur les derniers mois, le prix des billets d'avion a quand même sensiblement augmenté. Oui, enfin, il y a quand même encore de la marge. Il y a de la marge, notamment. Quand on essaye de voyager en train, traverser l'Europe en train, ça va nous coûter beaucoup plus cher que de prendre un avion. Il y a encore. Et c'est d'une certaine manière une aberration. Mais bien sûr que c'est une aberration. Je le pense fondamentalement. Il y a un économiste qui s'appelle Arthur Pigou, qui avait théorisé justement l'impact des externalités négatives que pouvaient avoir les activités sur le reste de la sphère au-delà de l'économie. Et donc sur le principe, c'est simple. Normalement, il faudrait taxer ce qu'on veut éviter et subventionner ce qu'on veut encourager. Force est de constater que dans notre système économique actuel, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on va taxer beaucoup d'ailleurs le travail, notamment le travail des salariés les mieux rémunérés. On taxe le capital. On va même subventionner les énergies fossiles d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le prix du carbone, c'est un débat qui est apparu que très récemment. En fait. Donc normalement, c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller. Ouais. Mais si on agit sur le prix du carbone, il faut le faire au niveau mondial. Il faut le faire au niveau mondial. Sinon, il y aura forcément des distorsions de concurrence majeures. Énorme problème. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% des émissions de carbone qui sont couvertes par des dispositifs de type taxe carbone ou marché de droits d'émission carbone. Ouais. 25%. Donc il y a encore des progrès à faire. Il y a 20 ans, on était à 0,5%. Maintenant, on est à 25%. Il faut étendre la liste des secteurs auxquels ce type de dispositif s'applique, et il faut étendre la liste des pays aussi qui sont concernés. Donc c'est le premier sujet, il y a un problème d'extension à l'échelle mondiale et de tous les secteurs qui sont couverts par les dispositifs de prix du carbone. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut que le prix du carbone soit suffisamment élevé pour inciter les entreprises à faire les investissements nécessaires pour la décarbonation. Le prix moyen aujourd'hui est 10 $, à peu prix. C'est très insuffisant pour pouvoir permettre ces investissements. Il faudrait que le prix du carbone soit à peu près à 80-100 $, ce qui est à peu près le prix du carbone qu'on pratique en Europe, mais ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde. Mais alors, avec quelles conséquences sur le prix des produits ? Et là, on arrive jusqu'au consommateur et à l'acceptabilité dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Alors, il y a un écueil dans le prix du carbone. Alors, ça a plein d'effets positifs. La plupart des économistes sont pour. Il y a eu une pétition de 2600 économistes, 28 prix Nobel. Enfin, voilà. Il y a un très très large consensus, mais il y a des conditions de mise en œuvre. Il ne faut pas que ça alourdisse la facture des des entreprises ou des particuliers de manière excessive, parce que sinon il y a un risque de mise en difficulté d'un certain nombre de populations plus fragiles. Donc ce qu'il faut faire, je parlais des taxes ou des subventions pigouviennes, en fait il faut repenser le système fiscal. Peut-être qu'à la place de taxer excessivement le travail, il faut peut-être moins taxer le travail, plus taxer les émissions polluantes. Donc ça, c'est un premier point de vigilance qui est quand même assez important sur le sujet. Allez, il nous reste 1 minute 30, on va quand même parler des normes, parce que c'est un chapitre passionnant dans votre livre. Alors, je suis partagé là-dessus, parce que si on prend la transformation environnementale, heureusement qu'il y a eu des lois, la loi AGEC, la responsabilité élargie des producteurs, sinon l'économie circulaire, elle ne se mettrait pas en place. Donc, comment on équilibre ça ?
Alors, c'est une arme à double tranchant qu'il faut manier avec précaution. Il y a plein de succès liés à la mise en place de normes. Le trou dans la couche d'ozone, par exemple, a été résolu grâce au protocole de Montréal en 87. On a résolu le problème grâce à la norme. Je pense que demain, on pourra pratiquer l'étiquetage carbone. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guillaume Poitrinal qui est un fervent partisan de ça. Je pense que ça fait partie des normes qu'il faut mettre en place. Maintenant, dans le bâtiment, par exemple, il y a eu une accumulation de normes extrêmement dévastatrice, je pense, pour le secteur. Il y a la ZAN, la RT 2012, RE 2020, il y en a beaucoup. Ça a conduit à gripper le marché. Là encore, ça a été bien étudié. Il y a Robin Rivetton qui avait publié un très bon rapport sur le sujet. Mais force est de constater qu'on n'a pas su appréhender l'ensemble des impacts que cette succession de normes allait pouvoir provoquer. Et donc, allez, dernière question, je rallonge un peu. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment intéressant, parce que là, on est dans une période de flou politique, on va dire ça comme ça. Ah oui. Tester une loi avant de la rendre définitive, ça devrait être la base, ça ? Alors, idéalement, oui. Ce que je pense, c'est qu'il faut au moins être agile. C'est-à-dire que quand on met en place une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, déjà, il faut faire un impact, il faut évaluer l'impact coût-bénéfice, et il faut être capable d'ajuster assez rapidement la règle ou la norme si d'aventure les technologies changent, les contraintes changent, l'environnement change. Donc il faut être agile dans la mise en place des normes et des réglementations. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Climat, 20 questions pour comprendre et agir. C'est aux éditions Ellipse. Merci beaucoup pour l'invitation. On passe à notre débat, le dialogue social au service de la transition. C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Alicia Lachaise, bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable Océan Affaires Publiques et Ressources Humaines à l'association Entreprises pour l'Environnement. Et Michael Bérébi, bonjour. Bonjour. Directeur conseil en investissement chez Diot ou Dio, je ne sais pas, CIACI Institute, qui est groupe de conseil, de courtage, d'assurance et de réassurance. On vous a réunis pour parler de ce colloque sur le dialogue social. La question centrale, c'était dialogue social accélérateur de la transition écologique, colloque organisé par EPE, la CFDT et l'Observatoire du dialogue social. Peut-être une présentation générale. Sur quoi portaient les échanges dans ce colloque ? Alors, c'est un colloque, peut-être pour resituer le contexte de quoi s'inscrit ce colloque. Donc, chez EPE, nous animons un comité sur les enjeux des transformations des métiers RH, comité qui est d'ailleurs présidé par Myriam El Khomri, dans lequel on a pu un peu explorer toutes les transformations écologiques autour des pratiques RH. Donc, c'est l'idée de décliner la RSE au métier RH. Après avoir exploré plusieurs thèmes, on s'est vraiment dit que le sujet du dialogue social était un sujet important et pouvait vraiment accélérer la transition écologique dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a souhaité co-organiser donc, avec CFDT et l'Observatoire du dialogue social ce colloque, qui s'est d'ailleurs tenu mardi dernier, mardi 25 juin. Et on a voulu aussi l'élargir à un maximum de partenaires qui pourraient aussi compléter la palette des expertises possibles. Et donc, c'est pour ça que vous retrouverez des partenaires qui sont aussi bien des organisations syndicales, des organisations patronales, mais aussi des experts du sujet de dialogue social et des enjeux de transition écologique, des ONG et j'en passe. Mais tout ça pour vous dire que finalement, c'est un travail collectif. En fait, c'est un travail collectif et ça montre bien qu'il y a un réel sujet pour l'ensemble de ces partenaires qui sont en soi sur des expertises différentes, mais qui ont tous saisi en fait l'importance du dialogue social. Et c'est aussi pour ça que on a fait, CIACI Institute a répondu présent à l'appel et a d'ailleurs réalisé cette étude. Michael, alors justement, racontez-nous, Michael Bérébi, une enquête auprès des salariés, sur les salariés, en quoi consiste cette enquête ? C'est auprès des salariés. En fait, dans le CIACI Institute, donc c'est un peu le think tank interne du groupe CIACI. Il y a 3 axes sur lesquels on travaille. D'abord, la transition démographique, c'est un peu notre ADN. La transition environnementale et sociale. Chaque année, on fait 3-4 enquêtes, études. Notre parti pris, c'est d'aller sonder les salariés, d'accord, donc le secteur privé, pour confronter un peu leur avis par rapport au DRH, à la direction des RSE, à leur COMEX, et un peu confronter ces idées-là. Et dans le cadre du colloque, dont l'objectif, c'était quand même de voir en quoi le dialogue social pouvait accélérer la transition. Oui, c'est la question centrale. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, ces salariés, du dialogue social ? Dans le contexte, il y a quand même des faits assez marquants. Premier fait marquant, 73% des salariés ont le sentiment que la transition écologique impacte leur métier ou leur secteur d'activité. Ce n'est pas négligeable. Autre fait marquant, là c'est l'inverse, sur le métier des salariés, la moitié d'entre eux pensent que leur métier impacte l'écologie.
sans forcément avoir de tendance sur l'impact positif et négatif. Et troisième fait marquant, plutôt positif pour le coup, c'est qu'on a presque 60% des salariés qui pensent que il est possible d'adapter leur métier à la transition écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 60%, une grande majorité pense qu'il suffit d'avoir quelques modifications à peine, pas non plus de grandes modifications. Pas obligé de changer en quelque sorte le modèle économique de l'entreprise pour avoir un impact positif. C'est en tout cas ce que pensent certains. C'est l'interprétation qu'on peut donner du sentiment, ça reste du sentiment, Bien mais sûr. des salariés. Parce qu'on se rend compte, et nous on le vit souvent ici, qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui vont jusqu'à changer de modèle économique pour répondre à ces enjeux. Je vais reprendre quelques-uns des thèmes d'ateliers du colloque. Il y en a un que j'ai trouvé très intéressant et qui rejoint ce que vous nous disiez finalement sur les préoccupations des salariés, sur la question de la formation et transition, et notamment sur le rôle des élus du CSE au sein des entreprises. Déjà, est-ce qu'ils sont suffisamment formés ? Vous voyez, est-ce qu'on a le tronc commun de connaissances sur ce que sont les enjeux et le défi environnemental aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place soit par les organisations syndicales, soit par les autres experts de ces sujets. Par contre, c'est sûr que ça reste des sujets qui sont récents. Pourquoi ? Parce que ça a été introduit notamment par la loi Climat et Résilience de 2021 qui a attribué de nouvelles prérogatives environnementales au CSE. Donc ça, ce sont des sujets récents qui viennent s'ajouter à des sujets déjà assez complets de la part de justement ces représentants des salariés qui ont quand même un certain nombre de sujets, notamment au terme d'aspects plus relatifs aux enjeux sociaux, à venir traiter les rémunérations, les parcours de carrière, etc. Donc on ajoute cette brique environnementale et donc bien sûr que quand on ajoute quelque chose de nouveau, il faut aussi l'accompagner par la formation. Et en ça, justement, c'est là où les élus ont ce besoin de monter en compétences et soit de la part des organisations syndicales qui viennent les outiller avec des boîtes à outils, etc. Et aussi, alors, formation des élus, ça c'est une chose, mais ça doit aussi s'accompagner d'une formation des directions au sein des entreprises, puisqu'elles doivent être au fait de ces prérogatives environnementales et fournir aussi les informations, notamment avec la base de données économiques, sociales et environnementales, donc pardon pour l'acronyme BDESE, qui vient justement informer les CSE des impacts environnementaux des activités de l'entreprise. Mais ce travail de formation, il a commencé, il est encore embryonnaire. Est-ce que vous êtes en capacité de l'évaluer ? Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en tout cas, au niveau des organisations syndicales, il y a un réel mouvement d'impulsion, et ça s'est traduit notamment par l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, donc qui date de avril 2023. Donc ça montre bien qu'il y a cette envie d'impulser au sein de décliner finalement les obligations telles qu'elles sont redites dans la loi Climat et Résilience, de venir les traduire au sein des entreprises. Et donc ça montre aussi ce besoin d'accompagner. Et que veut dire concrètement les nouvelles attributions et prérogatives environnementales pour un représentant? Qu'est-ce que lui doit faire avec sa casquette au sein de l'entreprise? Et ce qui est important, parce que l'invité précédent parlait de piloter la transformation, et c'est aussi ce qui est souligné un peu dans les chiffres, c'est que finalement, il y a vraiment ce besoin d'accompagner et d'aller au-delà des obligations réglementaires. Et finalement, la transition écologique va apporter beaucoup de transformations. Mais cette transformation, c'est en ça que le dialogue social permettra de les accompagner au mieux pour éviter qu'elle soit trop abrupte. Est-ce qu'il y a une demande? Il y a pas mal d'entreprises qui font, par exemple, la fresque du climat, et on en revient à ce tronc commun de connaissances dont je parlais. Est-ce que dans votre enquête, il y a justement une demande d'information, de formation, en fait, savoir de quoi on parle avant de prendre des décisions? C'est assez paradoxal, parce qu'il y a une prise de conscience, et même parfois une inquiétude dans nos enquêtes sur le réchauffement climatique. C'est pas pour autant qu'il y a une demande de façon très marquée. Beaucoup trouvent l'initiative très intéressante, c'est-à-dire qu'on a listé pas mal d'actions qui pourraient être mises en œuvre par l'entreprise. Globalement, on avait à chaque fois, pour chacune des actions, entre 65 et 70% des salariés qui trouvaient ça intéressant. En revanche, est-ce que c'est jugé prioritaire ou indispensable ? Non, pas nécessairement. Sur la notion d'action prioritaire, en réalité, et ça on l'avait déjà observé dans 2 enquêtes, on en revient à des concepts et des éléments beaucoup plus terre-à-terre, économiques, c'est le package de rémunération, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, sur la formation des salariés. Pareil, on avait listé les actions. L'action jugée prioritaire, c'est d'abord d'adapter les conditions de travail bien devant la formation des salariés, qui arrive vraiment en queue, en toute fin des actions, en termes de plébiscite. D'où le rôle
justement de ces fameux représentants des salariés, d'où leur responsabilité et pour eux la nécessité d'être correctement formés pour être une réelle partie prenante. Mais je trouve c'est passionnant ce que vous nous dites parce qu'on est quand même dans une période où on voit que les enjeux environnementaux sont quand même moins portés dans la société par les politiques. De tous bords. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça infuse aussi dans les enquêtes que vous menez depuis quelques années? C'est-à-dire, peut-être que les réponses sont, ou la liste des enjeux environnementaux, elle est un peu moins en top liste qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, peut-être? Je pense que ce sont deux concepts différents. Ouais. Il y a la prise en compte, la prise de conscience, pardon. Et cette prise en conscience est clairement majoritaire. D'accord. Donc, et quels que soient les strates d'âge, catégories socio-professionnelles, même si oui, il y a toujours un biais générationnel, mais il est assez léger finalement. Et la priorité à titre individuel. Et là, oui, on en revient à des concepts beaucoup plus économiques. Voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai virage structurel de la société, en tout cas qui est poussé aussi de la part des salariés sur la volonté d'avancer. Est-ce qu'il y a une dimension générationnelle? Par exemple, il y a eu un atelier sur l'attractivité des métiers de la transition écologique. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on a effectivement de plus en plus de jeunes diplômés qui cherchent ces métiers-là ou qui cherchent des entreprises qui ont des engagements en la matière, ou est-ce que là aussi, ça se tasse? C'est une vraie question. Il me semble que dans vos études, il y a une statistique qui peut illustrer un peu cette question-là. 30% des salariés interrogés, donc c'est vraiment représentatif des entreprises françaises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. 30% ont songé à démissionner pour aller vers un métier jugé plus vertueux écologiquement. Cette statistique de 30% passe à 40% pour les plus jeunes, donc les 25-34 ans. Passe également à 40% pour les entreprises de moins de 10 employés et pour les fonctions d'encadrement. Donc il y a les plus jeunes, pas que, il y a aussi les petites structures et les fonctions qui sont plus, on va dire, engagées à l'idée de démissionner. Après, attention, dans ces 30%-là, en réalité, 8% ont réellement engagé des mesures. Il nous reste une minute, Alicia Lachelle. Je voudrais qu'on parle de l'acceptabilité, parce que vous avez évoqué l'accord national interprofessionnel d'avril 2023. Voilà, est-ce que le fait de passer par le dialogue social pour engager des transformations importantes dans une entreprise, ça rend ces transformations plus acceptables? Complètement, parce que, et en rebond de la question précédente, en fait, la transition écologique, c'est l'affaire de tous. Ça n'est pas que l'affaire des directions, ça n'est pas que l'affaire des syndicats, et ça n'est pas que l'affaire des jeunes, même si certaines études le disent. Et donc, en fait, l'acceptabilité, c'est un point crucial, et c'est par ça que doit passer le dialogue social pour accompagner en souplesse ces transformations qui vont amener des évolutions. En fait, on va parler de changement de métier ou d'évolution de métier. Donc, on va parler aussi d'adaptation de conditions de travail, parfois dans des cas d'aléas climatiques, etc. Donc, oui, il y a une notion d'acceptabilité parce qu'on vient apporter du changement. Et quand il y a un besoin de changement, le dialogue social peut y répondre. Et on le voit aussi, et affaire de tous et de tous les métiers. Et ça, c'est important aussi de le repréciser, que ce n'est pas juste les métiers verts ou les métiers de la transition écologique, c'est tous les métiers qui vont changer. Et pour finir, j'aimerais juste aussi rappeler que pourquoi aussi c'est un sujet important dont chacun essaye aussi de se saisir par le dialogue social, c'est que historiquement, on parlait principalement des acquis sociaux, mais maintenant, on vient ajouter la brique environnementale. Donc, comment faire en sorte, intelligemment par le dialogue, d'allier environnement et acquis sociaux? Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Lucie Cossia. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, merci vous êtes la fondatrice de No Plane to Go, toute jeune entreprise qui vient d'être créée. Pourquoi l'avez-vous créée? Eh bien, écoutez, c'est suite à un voyage que j'ai eu l'occasion de faire, où j'ai cherché à voyager avec un minimum d'avions. Et souvent, je bloquais sur les mers et les océans. Et c'est là qu'en rentrant de ce voyage, je me suis dit qu'il manquait une solution pour faciliter le voyage sans avion. Et donc, c'est ce que vous avez créé. Alors, c'est quoi? C'est une appli? C'est une agence de voyage d'un nouveau genre? C'est quoi No Plane to Go? Alors, c'est un site internet. C'est une plateforme en ligne, du coup, qui propose des itinéraires préconçus, sans avion ni voiture, forcément, et qui mène à des départs d'aventure type randonnée, vélo, canoë, ce genre d'activités outdoor.
Et alors, comment on va en Corse, par exemple? J'ai vu que ça faisait partie des destinations possibles. Exactement, plusieurs solutions pour aller en Corse. Le plus facile, c'est de prendre le train jusqu'à Marseille ou Toulon. Je parle au départ de Paris, mais ça marche aussi pour toute la France. Et prendre le ferry, ou bien prendre le voilier, puisque depuis quelques années maintenant, c'est la 2e saison de Sail Cop qui propose de le faire en voilier et qui vous emmène jusqu'à Calvi. Ça change fondamentalement la façon de penser le tourisme et le voyage? Ça change beaucoup de choses et c'est ce qu'il faut d'ailleurs qui évolue assez rapidement. C'est repenser un peu toute cette façon de voyager, déjà de choisir sa destination, de pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, pourquoi est-ce qu'on va en Corse plus qu'au Mexique par exemple. Et ensuite le choix de ses transports aussi. Pourquoi est-ce qu'on va choisir le train plus que la voiture ou l'avion, notamment parce que c'est plus écologique et beaucoup moins émetteur. Le train est 80 fois moins émetteur que l'avion, mais aussi parce qu'en fait, on reprend un peu goût au voyage et au transport, de se dire, OK, le voyage, c'est pas juste je vais à ma destination, c'est je voyage à partir du départ de chez moi, du point A au point B, je profite de tout le... Oui, le voyage fait partie des vacances, de l'expérience d'une certaine façon. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des destinations interdites ? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Voilà, on peut, ou alors il faut avoir un temps beaucoup plus long pour partir très loin. Voilà, c'est là qu'est la réponse. Voilà. C'est qu'effectivement, si vous voulez partir très loin, si vous voulez traverser l'océan, c'est faisable. En voilier, encore une fois, c'est tout à fait possible avec le covoiturage, c'est le covoit du bateau. Okay. Mais effectivement, il faut beaucoup plus de temps. On ne peut pas aller à New York pour une semaine. Puisqu'il faut déjà 3 semaines pour traverser l'Atlantique, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est la fin de la démocratisation du voyage? Parce que ma génération, et on peut d'ailleurs se dire qu'on en a trop profité, bon, je ne suis pas là pour battre ma coulpe, mais c'est vrai qu'on a vu aussi des catégories socio-professionnelles qui n'avaient pas la possibilité de voyager, qui n'avaient pas la possibilité de découvrir le monde, pouvoir le faire. Est-ce que c'est la fin de ça? Eh ben non, parce que ça dépend ce que vous appelez voyager. Parce qu'en Europe, par exemple, il y a plein de pays qu'on ne connaît pas qui sont très dépaysants. Je pense à l'Albanie, par exemple. L'Albanie, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais c'est quand même très différent de chez nous. J'ai été pas loin, mais pas en Albanie. Eh ben, si on cherche à se dépayser pour changer de culture, par exemple, ces pays-là sont très différents de ce qu'on connaît, nous, en France. Après, voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on voyage et qu'est-ce qu'on va chercher dans la destination. Le train, c'est évidemment, quand on propose des voyages de ce type, j'imagine la base. Sauf que, alors, c'est peut-être juste un sentiment d'usager, de client, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas là une aberration écologique quand même? Merci de l'aborder. Oui. Si, effectivement, il y a vraiment... en fait, le train et l'avion ne jouent pas avec les mêmes règles dans la même cour, puisque il faut savoir que l'avion n'est pas taxé sur le kérosène. Il n'y a pas de TVA sur les voyages internationaux, donc ça veut dire que si vous faites un Paris-Barcelone en avion, vous ne paierez pas la TVA quand vous la paierez en train. Le train va payer beaucoup de péages, il y a beaucoup de différences. Et l'année dernière, donc c'est pas qu'un sentiment de votre part, l'année dernière, Greenpeace a fait une étude qui comparait le train et l'avion sur les prix, sur les mêmes voyages aux mêmes périodes. Et le train, en France, est 2,6 fois plus cher que l'avion. Donc c'est un fait. Qui sont vos clients? Sont des citoyens engagés? Sont des gens qui veulent changer de mode de vie? Comment vous les définiriez? Même si l'entreprise est toute jeune. Ouais, c'est surtout des éco-aventuriers, puisque c'est surtout des gens qui partent quand même pour faire une aventure sportive. Donc, comme je disais, la randonnée ou ce genre d'activité extérieure. Et c'est des gens qui ont soit déjà passé le cap, donc qui sont déjà convertis et qui connaissent l'intérêt de ce mode de fonctionnement, soit ceux qui se cherchent justement et qui comprennent petit à petit de pourquoi est-ce qu'il faut changer et vite, et qui manquent un peu d'inspiration et qui se disent en fait, si je peux plus prendre l'avion, je peux plus voyager. Et c'est là qu'ils vont chercher d'autres sources et qui peuvent tomber sur No Plane To Go pour se dire plein de choses. Donc, j'ai bien compris que ce sont des itinéraires préétablis. Vous pouvez vous imaginer faire du sur-mesure plus tard, ou c'est pas forcément dans le modèle de l'entreprise? C'est pas l'objectif à ce jour, parce qu'effectivement on n'est pas agence de voyage et l'objectif c'est pas de le devenir. Maintenant on est quand même une application qui est de plus en plus communautaire. On va avoir des groupes de discussion qui vont rassembler donc tous ces éco-aventuriers et aventurières. Et l'objectif c'est aussi d'aider ces gens qui vont chercher peut-être une destination en particulier et donc les aider à trouver le bon itinéraire pour s'y rendre. Merci beaucoup Lucie Cossia et bon vent à No Plane To Go. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.